Salut et bienvenue sur Anakaland. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais revenir sur le dernier film de M. Night Shyamalan, Trap. Un film que j'attendais avec impatience. Déjà car au vu de sa bande-annonce, il avait l'air plutôt énorme. Et surtout car j'ai un certain faible de longue date pour le travail du réalisateur. Même si c'est vrai qu'il nous a habitués à des pépites, Incassables, Sixième Sens ou The Visit. Et même Le Village par exemple, que moi j'avais beaucoup apprécié à sa sortie, mais aussi à de belles catastrophes, considérées souvent aujourd'hui comme les pires films qui soient. Et comme vous l'avez sûrement remarqué, cette vidéo sort plusieurs jours après la sortie du film. Tout simplement car je n'ai pas eu le temps de m'y atteler plus tôt, une autre vidéo m'a pris un peu de temps. Allez la voir, promis, elle est sympa, même si vous ne serez pas forcément d'accord avec moi. Mais surtout, car après l'avant-première, oui, en plus je l'ai vu en avant-première il y a presque une semaine, je ne savais vraiment pas quoi dire sur ce film. Ou plutôt je ne savais pas comment dire ce que j'avais à dire sur ce film. Une vidéo sans spoiler me semblait inutile. Si c'était juste pour me plaindre d'être déçu, un short aurait suffi. Et vous aurez remarqué que c'est pas trop mon truc, le format court. Donc j'ai voulu tenter d'attendre un peu pour que plus de gens aient vu Trap afin de pouvoir en parler de façon détaillée, ou en tout cas de détailler certains éléments de son intrigue et de sa narration. Donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas, pensez à vous abonner, liker et surtout partager ou même commenter avec votre avis personnel sur ce film. Ça serait super cool, merci d'avance. Et donc c'est parti pour cette rapide analyse de Trap, la nouvelle déception de Shyamalan qui ne tient pas ses promesses. Et je vous préviens, ça va être un peu salé. M. Night Shyamalan nous avait habitués, dans les meilleurs des cas, à une écriture centrée sur la technique du twist, du retournement de situation et de cerveau avec un simple petit détail ou même une situation complètement inattendue à la fin de ses films. Perso, c'est vraiment ce que j'appréciais le plus dans son écriture, et ce même sur des films récents comme Knock at the Cabin ou autres. Et ici, clairement, la proposition était alléchante. L'histoire d'un tueur en série, dit le boucher, un père de famille qui amène sa fille voir le concert de la pop star du moment, et qui se retrouve coincé dans un piège à rats à échelle géante. Les possibilités étaient infinies, les twists possibles aussi, et ne serait-ce que la thématique valait vraiment l'attente. On se retrouvait potentiellement sur un récit à la Death Note ou même Dexter dans lequel le personnage principal est un monstre, une pourriture mais à laquelle on ne peut que s'attacher, de par sa personnalité ou ses prouesses intellectuelles, et qui fait alors naître en nous un sentiment de malaise. On a envie de voir ce type, qui est objectivement un méchant, s'en sortir, ou en tout cas nous montrer ses dingueries pour repousser au maximum le moment de sa capture. Et là, je tiens quand même à souligner le gros point fort de ce film, qui était le jeu de Josh Hartnett, qui signe ici l'une des meilleures interprétations de sa carrière. Le personnage de Cooper est brillamment incarné par l'acteur. Et malgré les nombreuses faiblesses d'écriture, il reste toujours habité par ce rôle de psychopathe au visage changeant d'une seconde à l'autre selon la situation. Et donc, malgré tout, félicitations. Et tant que je suis sur le positif, je voudrais ajouter quelques mots sur la technique. Ici, pas de production design de ouf, c'est clairement pas le point fort du film, et de toute façon c'est pas ce qu'on lui demandait, mais certains moments de mise en scène étaient plutôt sympas, avec notamment des cadrages inattendus, surtout en 2024. À une époque où les gros plans fixes très longs et un champ contre champ basico-basique pourraient paraître datés, mais en vrai, dans ce contexte, j'ai trouvé ça plutôt efficace pour rester concentré sur la psyché des personnages, et éviter les distractions. Même si, dans tous les cas, ça aurait pu être fait avec bien plus de talent, surtout venant de Shyamalan. Donc, en gros, un film qui promettait de nous scotcher à notre fauteuil, de nous faire avaler notre popcorn de travers ou simplement de nous retourner le cerveau. Et par conséquent, alimenter les conversations sur le chemin de retour du ciné. Mais là, clairement, c'est raté. J'ai beau habiter à 5 minutes de mon cinéma préféré, le débat était clos à peine sorti du parking. Bref, déçu, vraiment déçu par la proposition du réalisateur. Et même carrément déçu d'être déçu. Car j'avais vraiment envie d'y croire. Mon plus gros regret est que la proposition, je trouve, ne tient pas ses promesses, et ce, pour de très nombreuses raisons. La première étant que ce grand mastermind qu'est Cooper, ce tueur en série, n'en était clairement pas un. Dans chacun des cas, il s'en sort par des pirouettes complètement bidons, et surtout grâce à la chance. Il n'est pas le super cerveau qu'on nous avait annoncé. Pour commencer, le plus évident, c'est que tout le staff de la salle de concert a été briefé, mais que le premier vendeur de t-shirts venu va évidemment lui révéler toute l'intrigue. Bravo mec. Même si cela amènera toutefois à l'une des meilleures scènes du film, la scène post-générique, qui elle, était vraiment drôle. Et certes, le propos ici est de nous montrer qu'il est inenvisageable pour des gens normaux que leur voisin, le bon père de famille, poli, souriant et propre sur lui, un mec normal en somme, soit un monstre comme le boucher. Mais c'est amené tellement rapidement dans le film et de façon maladroite que le message n'est pas très efficace. Bref, des individus lambda qui deviennent des instruments presque idiots. Comme plus tard, quand personne ne s'aperçoit qu'un mec passe derrière le comptoir du fast-food pour carrément aller en cuisine et foutre des bouteilles d'huile dans la friteuse.
Mort de rire, et surtout, personne ne se dit qu'un truc pareil n'était pas censé arriver, et qu'il suffirait peut-être de regarder les images de surveillance et de voir qui traînait dans le coin, pour simplement démasquer le criminel. Mais non, qui aurait pu y penser? De même que pour l'une de ses premières actions pour distraire la police, une chose que l'on voyait déjà dans les bandes annonces, quand il fait tomber la meuf bourrée dans les escaliers. Avez-vous remarqué la subtilité avec laquelle il fait ça? Non? Ben tout simplement car il n'y en avait aucune. J'en sais rien, au pire fais genre que t'as besoin de t'éloigner un peu de la foule, ou va refaire tes lacets, vu que tu nous as déjà fait le coup avant. Mais là non, il s'avance vers elle, avec clairement une tête de mec qui prépare un sale coup, et il la pousse comme si de rien n'était. Et puis, encore une fois, où sont les caméras de surveillance? À croire que même là, les flics sont tellement débiles qu'ils ne savent pas prendre les bons angles de vue pour être utiles. Car c'est un escalier, donc un goulot d'étranglement dans lequel tout le monde va passer. Alors, quoi de mieux pour avoir la tête de tout le monde sur les bandes de surveillance? Et bien sûr, les rares moments où Cooper se présente devant les flics, avec un bon gros culot, passe crème sans qu'il ait à faire le moindre effort. Il n'y en aura pas un qui lui demandera ses papiers ou autre. Même sur le toit quand il lui demande sa carte d'accès, mais que personne ne va vérifier que le nom dessus soit le même que sur ses papiers. En gros, c'est toujours vraiment trop facile. Et je veux bien que dans le monde d'aujourd'hui, la figure du policier ne fasse plus vraiment rêver. C'est l'oppresseur, tout ça, vous connaissez la chanson. Mais là, ils sont vraiment tous très cons. Il n'y en a pas un qui va se poser les bonnes questions au bon moment. Et donc c'est surtout grâce à la chance et non son esprit supérieur de psychopathe qu'il va s'en sortir. Et même en parlant de son esprit, déjà très vite dans le film, on remarque la faiblesse de l'écriture quand Cooper est avec sa fille. La manière dont il lui parle pour tenter de s'enfuir est vraiment débile. Genre, et si on allait faire un tour dehors alors que le concert à l'intérieur bat son plein? C'est pas comme si on était venu pour ça. Ou encore, et si on allait dans un endroit interdit et dangereux sous la scène pour voir comment c'est? Bref, c'est vraiment débile, et là, j'avoue que ça m'a tué. Le mec, il a zéro crédibilité. Même sa fille arrête pas de lui dire qu'il est chelou. Et oui, certes, encore une fois, je peux comprendre l'intention ici. Le personnage avait parfaitement séparé les deux aspects de sa vie, et leur confrontation, ici, le déstabilise. Il ne manipule pas sa fille, ou sa famille en général, comme il manipule ses victimes ou complices involontaires. Sauf que là encore, cet argument tombe un peu à l'eau quand plus tard, sa femme fait une référence à ses mensonges et son talent de menteur. Car si vraiment il ne mélangeait pas ces deux aspects de sa vie, presque comme deux personnalités distinctes, il n'aurait jamais su mentir si efficacement devant sa femme. Ou en tout cas, ça serait passé inaperçu, surtout que c'était juste pour refuser une invitation à la con. Une chose, par exemple, que l'on voyait avec brio dans la série Dexter, mais qui elle, pour le coup, était vraiment bien écrite. Il était capable de monter des bobards d'exception pour s'infiltrer auprès de ses victimes et même des enquêteurs qui le recherchaient. Mais son personnage du gentil Dexter Morgan était vu comme un mec honnête qui ne savait pas garder un secret ni même mentir à sa famille. Et donc là, on est clairement sur la version Wish de Dexter. Bref, tout ça m'a saoulé. On était sur un piège de niveau maternel, avec des solutions pour la cible qui n'en sont jamais vraiment. Comme aussi quand il est derrière la scène et que, comme par hasard, au moment où la profileuse débarque, pile poil, il y a une gamine qui s'évanouit. Encore une fois, un parfait timing qui désamorce toute l'intrigue. Si ce n'est, certes, j'ai oublié d'en parler plus tôt, le coup du café dans la salle de réunion du groupe d'intervention, qui lui était plutôt pas mal, et qui, du coup, a un peu remonté le niveau, avec son culot et sa tchatch qui le rendent crédible aux yeux de tous. Mais le pire, ensuite, c'est que le film ne respecte même pas sa promesse sur son concept de huis clos. On était censé être sur un film où l'intrigue se déroule enfermée dans une grande salle de concert. Mais très vite, à environ la moitié du film, il réussit à sortir, et là, clairement, l'histoire part en couille. Ça devient un florilège de trucs bidons et encore plus débiles. Sans oublier qu'en réalité, le véritable héros de ce film, ce n'est pas notre tueur psychopathe, ni même sa fille, ce qui aurait pu, mais c'est la Rihanna du pauvre, la Taylor Swift Primark, qui n'est autre, bien sûr, que la fille du réalisateur. Salika Night Shyamalan, qui donc s'offre déjà une pub géante pour sa musique avec ce film. On remarquera d'ailleurs qu'elle est créditée à l'écriture de toutes les chansons du film. De plus, je m'y connais pas suffisamment pour savoir si son album existe déjà, ou s'il sortira un jour, mais merci papa pour la pub. Et bon, ça encore, pourquoi pas, je peux comprendre l'amour inconditionnel d'un père pour sa fille. Et ce n'est pas comme si le népotisme était nouveau à Hollywood. Mais le pire, c'est que cette soi-disant grande artiste dans le film fait un concert dans une salle qui tient plus du gymnase du coin que de la véritable arena, comme ils disent. Ses chansons et l'ambiance sont plutôt cool, certes, mais niveau costume et surtout décor sur scène, c'est pas trop ça. Où sont passés les tableaux qu'offre généralement ce genre de concert? Probablement qu'ils n'avaient pas le budget. Mais là encore, pourquoi pas? C'est une date ajoutée à sa tournée qui justifierait le piège. Sauf que là encore, non. Ce concert n'a pas été fait pour le piège, mais le piège a été organisé autour du concert. Après que le FBI a su pour la présence du boucher à ce même concert. C'est finalement ce qu'on découvre plus tard. Donc là encore, ce n'est pas très clair. Et ça rejoint le twist final qui était, je trouve, vraiment à chier. Et dont je reparle juste un peu plus tard, c'est promis. Car avant, je voudrais rester sur Lady Kata, la chanteuse, qui est donc la véritable héroïne de ce film.
Car, en effet, c'est elle qui réussit à déjouer tous les plans, toujours un peu débiles, de Cooper. Pour commencer, il décide de se cramer ouvertement devant elle. Donc là, c'est du quitte double. Autant il vient de se condamner. Mais en même temps, ça aurait peut-être été trop dur de réfléchir à un véritable moyen de s'en sortir intelligemment. Et oui, on a bien vu à un moment que Lady Raven devient une de ses cibles, donc il veut la tuer. On voit son regard changer quand il l'aperçoit derrière la scène. Et là encore, on retrouve le jeu brillant de Josh Hartnett. Mais malgré tout, la prise de risque était énorme. La meuf est constamment entourée et il aurait suffi que quelqu'un la prenne à part sans lui laisser le choix et elle aurait tout balancé. Mais non. Admettons que la sortie du concert soit cohérente. Ensuite, il y a l'histoire de la limousine qui était vraiment une torture. Avec, par exemple, quand elle s'en sort simplement en ouvrant une fenêtre. Car, évidemment, elle a le bras long. Mais blague à part, il n'y avait pas pensé. Et surtout, tout en étant au volant, il n'a pas la main sur les fenêtres. C'est quand même un peu bizarre. Et encore une fois, tellement simple. En gros, tout au long du film, c'est ça. On se demande pourquoi il fait ou ne fait pas telle ou telle chose, ce qui est clairement très désagréable dans ce genre de film. A l'inverse, on devrait être sur un personnage qui passe son temps à faire des dingueries auxquelles on n'aurait jamais pensé. Et à être estomaqué. Ben là non, c'était trop dur de réfléchir. Et probablement, au final, que les détracteurs de Shyamalan avaient raison, et que sorti de son écriture à tiroir, avec des twists sortis de nulle part pour faire avancer son intrigue, il ne serait pas si bon. Et oui, j'avoue que cette vidéo tourne finalement un peu au florilège du rageux. Mais comprenez-moi bien, je suis vraiment déçu par ce film. À tel point presque que j'en suis triste, car j'ai même trouvé le temps très long. Toute la partie entre la sortie du concert et l'arrivée chez lui était une véritable souffrance tellement c'était mauvais. Et c'est pour ça que je ne savais vraiment pas quoi dire sur ce film en sortant de la séance, si ce n'est un bon gros bof suivi d'un très long soupir. Et enfin parlons de ce final, ou plutôt du troisième acte, qui là aussi était très décevant. Sauf peut-être une séquence qui a su refaire monter la tension et le malaise. La chanteuse réussit à s'incruster chez la famille, ok, pourquoi pas. Ensuite, elle réussit à piquer son téléphone. Là encore, why not, même s'il faudrait pas non plus se foutre de nous. La suspension d'incrédulité, ça va bien 5 minutes. Car la meuf, au final, on dirait qu'elle travaille pour la CIA. Et surtout, une fois dans les chiottes, elle reprend contact avec le jeune qui est enfermé dans une cave, en utilisant le téléphone du boucher. Sauf que là encore, à plusieurs reprises, on a vu qu'il fallait un mot de passe. Alors que là non, quand c'est elle, vas-y que je peux le déverrouiller sans problème et taper la discute avec la victime. Donc pas si sécurisé comme appli pour un tueur de ce calibre. Et enfin, ce qu'il y a presque eu de pire, le twist final, amené dans une scène plutôt pas mal, comme je le disais, où la tension entre Cooper et sa femme est palpable. On s'inquiétait vraiment pour elle, jusqu'au moment où elle révèle que c'est elle, à cause d'un tout petit soupçon sur un mensonge dont j'ai déjà parlé plus tôt, qui va carrément se dire que son mari est peut-être le monstre que tout le monde recherche. Et qu'elle va alors penser à laisser un morceau de reçu pour le concert, pour que peut-être le FBI l'innocente pour que enfin elle soit rassurée. C'est quand même très capillotracté. En gros, pour résumer, c'était de la merde. Moi qui m'attendais à un truc du genre le FBI a vraiment trouvé un lien entre lui et le concert, peut-être effectivement par cette histoire de reçu, mais de là à penser que c'était sa femme, c'était encore pire que toutes les idées qui m'étaient passées par la tête pendant l'heure de film précédente. Car oui, comme je me faisais vraiment chier, j'ai eu le temps de chercher des pistes. Et j'avoue que je m'attendais pas à ce que ce soit sa femme qui avec un tout petit mensonge se monte le bourrichon jusqu'au point de soupçonner son mari. Car jamais j'aurais imaginé un truc aussi nul. Et c'est alors que j'ai vraiment espéré qu'il allait la buter, histoire de la punir pour un reveal aussi foireux, et au moins qu'on ait un minimum de satisfaction dans ce film. Avec en plus le coup de sa femme, qui elle aussi est une grande manipulatrice de génie et une très grande magicienne, qui réussit des tours de passe-passe dignes d'Houdini, en le poussant à manger une tarte et en la saupoudrant de drogue. Décidément, une famille et même un casting de génie. Et c'est peut-être pour ça que lui ne paraît pas si génial au final, car toutes les femmes du film ont un QI de 250, donc lui, à côté, il passe pour un débile. Allez savoir, c'est peut-être ça le problème. Aujourd'hui, on peut pas avoir un homme plus intelligent que d'autres femmes. En conclusion, un film que j'attendais avec impatience et qui n'aura même pas réussi à seulement me satisfaire. Si ce n'est peut-être pour quelques rares fulgurances d'humour qui étaient vraiment sympas. Tout comme sa tête, par exemple, sur le dernier plan du film. Mais comme je l'ai déjà dit, je suis sorti tellement dépité de la séance que ça faisait presque mal. Et ça, pour le coup, ça faisait longtemps. Et sinon, avant de terminer rapidement, aviez-vous capté que les pointillés que l'on voit au début du film étaient en fait un schéma de boucher, référence au nom de ce tueur en série. Car si on n'a pas la ref dès le début, à aucun moment cela nous est montré, même pas dans le générique de fin. Et j'avoue que certes pour moi c'était évident dès la 3e frame, mais j'entendais beaucoup de monde se poser la question à la sortie de la séance. Du coup, je suis curieux de savoir ce qu'il en était pour vous. Voilà, sur ce, merci d'avoir regardé cette petite vidéo du sel. Likez, partagez et commentez pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Et à très vite sur Anakaland. Bye!